Hello everyone. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire organisé par l'équipe de diététistes des producteurs laitiers du Canada en partenariat avec Ostéoporose Canada. This webinar is Le webinaire est intitulé Protéines et santé osseuse, mise à jour des données scientifiques et implications pour votre pratique. Et nous sommes ravis qu'un si grand nombre de vous se soient inscrits. Notez que la présentation est offerte en traduction simultanée, mais si vous souhaitez l'écouter dans la version originale, veuillez simplement cliquer sur l'option langue anglaise en haut de la page. My name is Isabelle. Mon nom est Isabelle Neiderer, directrice nutrition et recherche pour les producteurs laitiers du Canada. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre modératrice, Carrie Grady. Carrie est diététiste et coordonnatrice senior, programmes scientifiques et cliniques chez Ostéoporose Canada. Son rôle consiste entre autres à assurer la liaison avec le Conseil consultatif scientifique d'Ostéoporose Canada, lequel est composé de plus de 70 membres de partout au Canada qui sont des experts en santé des os. Et maintenant, je remets la parole immédiatement à Carrie. Bienvenue tout le monde et merci aux producteurs laitiers du Canada d'offrir ce webinaire si opportun et à Isabelle de sa présentation. Ostéoporose Canada est le seul organisme canadien national offrant des services aux personnes atteintes ou à risque d'être atteintes d'ostéoporose. Nous travaillons à sensibiliser, à habiliter et à appuyer les personnes et les collectivités dans le but de réduire le risque et de promouvoir le traitement de l'ostéoporose. Chez Ostéoporose Canada, nous éduquons les Canadiens, y compris les professionnels de la santé et leurs clients, au sujet de la santé osseuse. Nous avons hâte de vous présenter la conférence d'aujourd'hui, car nous reconnaissons le rôle important que jouent les protéines dans la santé musculo-squelettique et dans la prévention de l'ostéoporose. En plus du calcium et d'autres minéraux, les os se composent de protéines, un nutriment essentiel à la réparation des tissus du corps, y compris les os. La protéine donne aux os leur robustesse et leur flexibilité. La protéine est aussi une composante importante des muscles qui sont essentiels à la mobilité et à la prévention des chutes. Notre conseil consultatif scientifique, composé de près de 80 spécialistes de la santé osseuse provenant de partout au Canada, travaille actuellement à la mise à jour de nos directives de pratique clinique au moyen de l'approche GRADE et y inclura les recommandations nutritionnelles. Si vous voulez en savoir plus, veuillez consulter notre site internet osteoporosis.ca. Avant de lancer le webinaire, voici quelques consignes au sujet du déroulement. Les 60 minutes que nous passerons ensemble comprendront une présentation de la part de notre conférencière, Mme Joss, suivie d'une période de questions si le temps le permet. Tout au long de la conférence, vous pouvez soumettre vos questions à l'aide de la boîte de dialogue sur votre écran. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions. Avant de quitter le webinaire, si cela vous intéresse, vous pouvez télécharger la conférence en cliquant sur le lien pertinent au bas de votre écran. Mme Joss a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice et nutrition au département de kinésiologie de l'Université McMaster. Elle a ensuite complété un stage de recherche postdoctorale financé par les IRSC et l'Association canadienne du diabète au département des sciences de la nutrition de l'Université de Toronto. Elle est actuellement professeure adjointe à l'École de kinésiologie et des sciences de la santé de la Faculté de la santé de l'Université York et chercheuse affiliée à l'hôpital St. Michael's à Toronto. En tant que scientifique en nutrition et spécialiste de la physiologie appliquée, ses principaux domaines de recherche combinent la nutrition clinique et la physiologie de l'exercice. Elle s'intéresse tout particulièrement à l'évaluation de la consommation d'aliments entiers riches en protéines en association avec divers modes d'exercice dans les contextes aigus et chroniques afin de favoriser des changements sains à la composition corporelle, au poids corporel, aux os et aux risques cardio-métaboliques chez diverses populations humaines de tous âges, y compris les personnes vivant avec l'obésité et un risque accru de maladies chroniques. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Mme Joss. Merci Isabelle et Carrie de ces aimables propos d'introduction. Je suis ravie d'être des vôtres aujourd'hui pour discuter des protéines et de leur rôle dans la santé osseuse. Je remercie les producteurs laitiers du Canada et Ostéoporose Canada d'avoir mis l'accent sur cet important sujet et d'avoir organisé le présent webinaire. Voici mes précisions quant au soutien à ma recherche ainsi
que mes divulgations. Voici ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Je commencerai par parler de la santé osseuse à tous les stades de la vie et des nutriments d'importance essentielle à nos os. Ensuite, j'aborderai de nombreux sujets portant sur les protéines, y compris nos lignes directrices et nos besoins en matière de consommation, comment les Canadiens s'en tirent pour ce qui est du respect de ces lignes directrices et d'autres facteurs à considérer, dont la qualité des protéines lorsque nous choisissons la bonne source de protéines à consommer pour aider nos os. Je terminerai en relevant des exemples de recherches plus récentes sur la santé osseuse chez les jeunes et les personnes plus âgées. Qu'est-ce que l'os? L'os est un tissu dynamique et vivant. Il se compose d'environ 50% de minéraux et de 50% de protéines par volume. Pendant notre jeunesse, nos os subissent le modelage, le processus d'accumulation pédiatrique osseuse qui commence in utero et se poursuit jusqu'à la fin de la croissance squelettique. Et lorsque nous finissons de grandir, nos os continuent de subir un processus appelé remodelage, caractérisé par le renouvellement osseux, c'est-à-dire un processus constant de résorption et de formation de l'os. La masse osseuse maximale est atteinte à la fin de la phase de croissance du squelette. Et il y a plusieurs facteurs à considérer afin de maximiser cette masse osseuse maximale. De toute manière, cette époque de croissance squelettique menant jusqu'à la masse osseuse maximale est notre fenêtre d'opportunité et on devrait mettre l'accent sur une intervention maximale pour maximiser l'accumulation osseuse. Pour ce qui est de la santé osseuse à toutes les étapes de la vie, ce qui nous préoccupe particulièrement, ce sont deux facteurs principaux. D'abord, maximiser l'atteinte de la masse osseuse maximale pendant la jeunesse, comme je l'ai déjà signalé, et ensuite, à l'autre extrémité de la courbe de vie, prévenir la perte osseuse alors que nous vieillissons. Voici un schéma du cycle de remodelage de nos os. Nos os sont dans un état constant de renouvellement. Les cellules principales impliquées dans ce processus sont les ostéoblastes et les ostéoclastes. Le cycle commence par la résorption des ostéoclastes et est suivi par la formation d'ostéoblastes. La formation nécessite des matières premières, à savoir des nutriments que nous pouvons obtenir de notre alimentation. L'idée étant que si nous ne fournissons pas à notre corps les bons éléments constitutifs, la formation sera compromise et cela mènera à une perte de masse osseuse et de robustesse des os au fil du temps. Sur cette diapositive, vous voyez éloquemment les changements, l'évolution de notre masse osseuse au long de la vie. Je mets l'accent sur les points qui ont été mis en exergue par la Dr. Weaver et ses collègues dans un énoncé de position de la National Osteoporosis Foundation de 2016 qui met l'accent sur le développement de la masse osseuse maximale. Nos habitudes de vie, notamment régime alimentaire et exercice, surtout quand nous sommes jeunes, influent sur le développement de la masse osseuse maximale. Vous voyez que la masse maximale est atteinte vers la fin de l'adolescence, lorsque la croissance osseuse se termine. Après, suit une période de maintien dans la vingtaine jusqu'au début de la quarantaine, suivie d'une période de perte osseuse à partir de l'âge de 40 ans, mais Ostéoporose Canada déclare que cette perte osseuse commence même vers l'âge de 30 ans. Dans la première phase de croissance, nous voyons une accumulation plus rapide et c'est un moment où nous avons à la fois des opportunités à saisir et des vulnérabilités à contourner. Si l'on adopte par exemple un mode de vie sous-optimal pendant cette période de vie qui n'est pas propice à la formation et à la protection osseuse, et si la personne en question ne consomme pas une nutrition adéquate ou ne fait pas suffisamment d'exercice physique, la masse osseuse maximale ne sera sans doute pas réalisée, donc le maximum sera inférieur. Et ultimement, une perte d'os se présentera, ce qui mènera à un risque accru d'ostéoporose et de fracture avant chez les personnes dont le pic initial est plus élevé. Vous le voyez à droite, la trajectoire habituelle avec un maximum optimal, mais l'atteinte de la zone de danger plutôt lorsque le maximum est sous-optimal. Vu l'importance de la réalisation d'une masse osseuse optimale lorsqu'on est jeune pour assurer une bonne trajectoire de vie tout au long des étapes de la vie, Ostéoporose Canada a défini l'ostéoporose comme une maladie pédiatrique aux conséquences gériatriques. Et vous savez pourquoi? Vous l'avez vu sur le schéma que je viens de vous montrer. Tel que discuté dans l'énoncé de position de la National Osteoporosis Foundation, l'accent doit être mis pendant la jeunesse sur le développement de la masse osseuse maximale optimale. Divers nutriments entrent en considération, dont le calcium, la vitamine D, les protéines et d'autres micronutriments. Certains ont été évalués dans l'énoncé de position ainsi que d'autres facteurs d'hygiène de vie dont on ne discutera pas aujourd'hui. Un système de notation fondé sur la robustesse des données probantes
a été mise en place. Et à droite, vous voyez les différents facteurs et les notes que ces facteurs ont reçues. Le calcium a reçu la note A, la vitamine D et les produits laitiers reçoivent la note B et la protéine a reçu une note de C. Je devrais signaler que C, ce n'est pas parce que la protéine n'est pas aussi importante pour les os, mais que la quantité de données probantes de bonne qualité pour cette relation est insuffisante pour nous permettre de tirer des conclusions plus robustes. Il faut plus d'études. Sur ce schéma, si vous regardez à droite cette trajectoire de vie, à mesure que nous vieillissons, vous voyez que nous vivons une perte osseuse lente et insidieuse au fil du temps qui peut finalement mener à un diagnostic d'ostéoporose. Les femmes ont une courbe à la baisse plus accentuée pour la perte osseuse, ce qui contribue à la plus forte prévalence de la maladie chez les femmes. J'ai ajouté quelques statistiques pertinentes quant à l'incidence et la prévalence d'ostéoporose et de fractures apparentées au Canada, que vous voyez à l'écran. Les statistiques sont claires et c'est préoccupant. En bas à droite, vous voyez un os simple par opposition à un os atteint d'ostéoporose. Il s'agit de l'os fémoral proximal. Et évidemment, l'os à ostéoporose est plus sujet à fracture parce qu'il est plus poreux. Chez les adultes, l'accent est légèrement différent parce que nous travaillons surtout à minimiser la perte de masse osseuse avec l'augmentation de l'âge, mais nous voulons quand même veiller à consommer autant de nutriments favorisant les os que vous voyez ici à l'écran. Il y a quelques différences subtiles et des nuances par rapport aux recommandations pour les adultes plus âgés, sur lesquelles je reviendrai, notamment la source des protéines et l'apport énergétique total. Pour les prochains clichés, je vais passer en revue ces nutriments en plus de détails. Le calcium, qui a eu la note A dans l'énoncé de position de la NOF, est un minéral essentiel à la santé osseuse. Pour ce qui est de son apport nutritionnel recommandé, ANR, qui est fixé à un niveau qui répondrait aux besoins de 98% d'une population en santé, pour le calcium, le niveau est le plus élevé pendant la jeunesse, le plus faible pendant le jeune âge adulte et ensuite remonte de nouveau lorsque les sujets deviennent plus âgés. Et ceci suit la trajectoire des changements squelettiques aux différents stades de la vie et les besoins importants de ce minéral aux différentes étapes de la vie pour la croissance, le maintien et la perte osseuse. L'Ostéoporose Canada a des recommandations différentes quant au calcium, recommandant que les adultes âgés de 50 ans et plus consomment 1200 mg par jour, pas simplement les femmes, tous les adultes. Voici un tableau d'aliments contenant du calcium ainsi que leur teneur en calcium et une portion de l'aliment en question. Les produits laitiers et certains aliments d'origine animale contiennent de plus fortes quantités de calcium par rapport aux aliments de source végétale. Vous voyez que l'on peut obtenir du calcium de sources autres que les produits laitiers, mais dans certains cas, on en obtient beaucoup moins pour la même quantité. Par exemple, en termes d'énergie, regardons les amandes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les amandes. Eh bien, on voit ici que pour obtenir 300 mg de calcium à partir d'amandes, il faudrait consommer environ une tasse d'amandes, c'est-à-dire quelques 650 calories, ce qui est beaucoup de calories. Dans un autre exemple, où l'on examine le volume, une tasse d'épinards faible en calories ne contient cependant que 30 mg de calcium. Par conséquent, il faudrait consommer 10 tasses d'épinards crus pour obtenir à peu près la même quantité de calcium que dans une tasse de lait. Les épinards, évidemment, quand on les cuit, diminuent de volume et il serait peut-être possible de consommer cette quantité en une seule fois, mais c'est peu probable. Et rappelez-vous que pour atteindre l'ANR, il faudrait consommer cette quantité au moins 3 fois par jour. Autre point, la biodisponibilité du calcium dérivé de l'épinard est plus faible en raison de la présence d'antrinutriments qui peuvent entraver son absorption. Donc, on en obtient encore moins peut-être. Donc, il est possible, avec une bonne planification, d'atteindre un bon apport de calcium adéquat d'aliments en l'absence d'aliments d'origine animale ou laitière. Il est quand même plus pratique et plus facile de répondre aux exigences et d'atteindre les niveaux voulus en consommant du lait et des produits laitiers. Il est important de signaler que les aliments et les boissons enrichis contiennent à peu près la même quantité de calcium que le lait, mais ils font appel à des suppléments calciques qui ne sont peut-être pas aussi biodisponibles que le calcium naturel provenant de sources laitières. Et si vous consommez l'une de ces boissons ou si vous les recommandez à d'autres, veillez s'il vous plaît à vérifier la teneur en calcium et en protéines parce que toutes ces boissons ne sont pas enrichies. La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium et assure une régulation positive de la production de transporteurs de calcium dans l'intestin, ce qui permet une plus grande absorption. Nous pouvons l'obtenir du soleil et de l'alimentation, mais il y a peu de sources alimentaires que vous voyez ici à l'écran. L'ANR pour la vitamine D est légèrement plus importante chez les adultes plus âgés que chez les jeunes.
Et Osteoporose Canada a également des recommandations différentes pour la vitamine D, fournissant des niveaux plus importants d'apport appropriés. Comme pour le calcium, les recommandations d'ostéoporose pour la vitamine D représentent des cibles thérapeutiques pour les personnes à risque d'ostéoporose. C'est la raison pour laquelle les recommandations sont un peu plus élevées chez les adultes. Dans le sang, nous pouvons mesurer le statut de la vitamine D en calculant les niveaux de 25 déhydroxydés. Et j'ai répertorié certains seuils ici. Mais cela varie selon l'agence. Les personnes à risque de déficience sont les personnes qui ont moins d'exposition au soleil, moins de pigmentation de la peau, une faible exposition en raison de vêtements recouvrant le corps entier et les bébés allaités. Osteoporose Canada recommande également que tous les adultes canadiens consomment un supplément de vitamine D, plus particulièrement la vitamine D3 ou cholécalciférol à l'année longue. Comme je l'ai déjà signalé, l'os est partiellement composé de protéines. Par conséquent, les protéines sont importantes pour la santé osseuse et je reviendrai là-dessus en plus de détails un peu plus tard au cours du webinaire. Les produits laitiers contiennent beaucoup de protéines et sont riches en calcium par portion. Et les produits laitiers contiennent également un grand nombre d'autres micronutriments importants. Il s'agit donc d'aliments très riches en nutriments et importants pour nos os. Santé Canada a rendu obligatoire l'enrichissement du lait et de la margarine à la vitamine D et c'est possible que cela s'appliquera également au yogourt à l'avenir. Voici un tableau d'aliments riches en protéines, semblable à celui que j'ai fait pour les aliments riches en calcium. Je reviendrai en plus de détails là-dessus, mais je voulais vous montrer ce tableau dès à présent pour vous donner une idée de la quantité de protéines contenues dans certains aliments. Les aliments d'origine animale contiennent plus de protéines que les aliments d'origine végétale, mais il y a des protéines dans les produits à base végétale. Simplement, il en faut consommer davantage ou utiliser un supplément. À noter, et c'est particulièrement important pour les personnes qui conseillent les adultes plus âgés, il faut considérer la teneur énergétique des aliments que nous recommandons. Et cela est vrai également pour le calcium. Les adultes plus âgés consomment habituellement moins de nourriture et donc doivent atteindre leur quota de nutriments avec moins de volume et moins de calories que les plus jeunes. Et il est donc peut-être plus important d'assurer une supplémentation chez les adultes plus âgés. Donc, choisir des aliments très riches en nutriments, là où c'est possible, est une stratégie nutritionnelle très intéressante pour les adultes plus âgés. Il existe également plusieurs nutriments ou composantes d'aliments qui peuvent intervenir dans la santé osseuse, notamment le sel, l'alcool, la caféine et les boissons gazeuses. Mais il s'agit ici de nutriments ou d'aliments dont on devrait limiter la consommation. Il faut également être conscient de la consommation d'aliments riches en antinutriments parce que ces aliments sont associés à une baisse de l'absorption du calcium et une augmentation de l'excrétion des nutriments et une baisse de la biodisponibilité des nutriments. En résumé donc, pour assurer la robustesse de nos os, il faut consommer une variété d'aliments contenant plus de nutriments favorisant la santé osseuse. Et ces conseils sont les mêmes, quel que soit l'âge des populations, jeunes ou plus âgées, mais il peut y avoir des considérations différentes pour les personnes plus âgées, notamment le contenu énergétique global et le volume des repas et des aliments. Donc, la densité des nutriments est un concept plus important chez les Canadiens plus âgés. Ensuite, le recours à l'étiquette nutritionnelle, par exemple, pour évaluer les protéines, le calcium, le sodium, les fibres et autres nutriments dans un aliment qui sont bons ou peut-être moins bons pour la santé osseuse. Et la consommation devrait être atténuée dans le cas d'aliments préoccupants pour les os, dont le sel, l'alcool et les boissons gazeuses. Et les aliments contenant plus d'antinutriments devraient être signalés, surtout si cela représente la source principale de calcium et de protéines pour le sujet en question. Je vais maintenant passer en revue divers facteurs intéressant les protéines. Au début de 2019, le Canada a dévoilé le nouveau guide alimentaire canadien. Vous voyez ici la version snapshot, donc en bref, en bas à droite, qui est pas mal différente de l'ancien guide alimentaire et je suis sûre que vous êtes déjà passablement au courant de cela. Un quart de l'assiette se compose d'aliments protéinés, même si nous pouvons obtenir des protéines de beaucoup d'autres aliments sur l'assiette. Notre guide alimentaire représente nos directives nutritionnelles fondées sur les aliments, parce qu'après tout, nous mangeons des aliments, pas simplement des nutriments. Les directives dans ce nouveau guide, par rapport au guide précédent, sont plus flexibles, plus adaptées au goût et aux préférences alimentaires, sont, on peut le dire, plus simples et offrent des conseils plus généraux en matière de consommation alimentaire saine et ne sont pas normatives.
Ces directives appuient également toutes sortes d'habitudes alimentaires qui sont saines, y compris celles fondées sur les aliments à base de plantes. J'ai également affiché le MyPlate américain sur cette diapo qui est passablement semblable, notamment pour ce qui est des proportions d'aliments à manger, à cette différence près que le guide alimentaire canadien n'offre pas le lait comme choix de boisson, plutôt l'eau. Je suis en faveur de la consommation d'eau, mais avec le fait que le lait a été omis du guide alimentaire en bref et que la plupart des produits laitiers ne figurent pas dans le guide, en tout cas en comparaison avec l'ancien guide, il est possible qu'il y ait confusion dans l'esprit du public et une mauvaise interprétation de ce qui se trouve dans le nouveau guide, en ce sens que les gens peuvent présumer que les produits laitiers ne sont pas une source nutritionnelle importante, alors que je dis que les données probantes démontrent qu'au contraire, elles sont importantes, notamment pour les os en raison de leur teneur en nutriments. Je devrais signaler que dans les pièces justificatives du guide, les produits laitiers sont évoqués et leur consommation est préconisée, mais ceci n'est pas évident ou manifeste dans la version en bref du guide et ne le sera sans doute pas pour le public non plus. D'ailleurs, un rapport très récent sur le sujet, écrit par des experts canadiens reconnus dans le domaine de la nutrition et des protéines, a été publié dans la revue APNM et vous voyez la référence au bas de la diapo. Et ce document présente les recommandations détaillées sur la meilleure façon de mettre en évidence les aliments protéinés de grande quantité, d'origine animale et végétale dans le nouveau guide et relève les lacunes dans les connaissances et propose des améliorations aux messages clés du guide au sujet des aliments protéinés. Les produits laitiers ont aussi été mentionnés, non seulement par rapport à leur teneur en calcium et en nutriments, mais aussi quant aux messages futurs à communiquer au sujet de leur valeur nutritionnelle. Encore une fois, et par rapport notamment à la santé osseuse, Ostéoporose Canada déclare sur son site Internet, je cite, « Les Canadiens ont besoin d'apports adéquats de calcium, de vitamine D et de protéines pour assurer une santé osseuse optimale. Les produits laitiers contiennent une forte proportion de calcium par portion et sont une excellente source de protéines. Il est important de diffuser ces messages car les nutriments qui favorisent la santé osseuse sont précisément ceux qui sont préoccupants et sont considérés comme nos nutriments déficitaires. » En fait, en l'absence d'une bonne représentation des produits laitiers dans la version en bref du guide alimentaire, si l'on s'en tenait à cette assiette, il serait difficile de respecter certaines des recommandations du guide en matière de nutriments. Ce sujet a été examiné par Susan Barr de l'Université de la Colombie-Britannique qui a rédigé une étude parue dans la revue APNM sur la suffisance nutritionnelle du guide en bref. Je voudrais attirer votre attention sur certains de ses principaux constats. À droite, vous voyez la teneur en nutriments par 200 kilocalories des aliments du guide, en bref, exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne requise pour la plupart des personnes. Comme vous le voyez, la plupart des nutriments sont présentés dans des quantités qui atteignent ou dépassent les valeurs quotidiennes, voulant dire que cette consommation respecterait ou dépasserait les recommandations. Et pour ce qui est des nutriments à restreindre, gras saturés, cholestérol, sucre et sodium, ils étaient inférieurs à la valeur quotidienne. Donc, cela est bon. Toutefois, le calcium et la vitamine D n'ont atteint que 50% et 42% de leur valeur quotidienne respective. Et comme je l'ai déjà signalé, ce sont des nutriments préoccupants chez les Canadiens. Donc, alors que la version en bref n'est qu'une photo instantanée, comme le dit bien le titre anglais Snapshot, ce n'est qu'une indication, parce que les Canadiens ne mangent pas que ces aliments tous les jours, mais s'ils le faisaient théoriquement, ils ne consommeraient pas assez des importants nutriments déficitaires, à savoir le calcium et la vitamine D, et ceci est préoccupant. Passons maintenant aux apports nutritionnels de référence ou ANREF, nos recommandations nutritionnelles fondées sur les nutriments. Et je vais mettre l'accent sur les protéines. L'ANR des protéines, qui est déterminée par des études du bilan azoté, représente l'estimation de l'apport quotidien moyen minimal requis pour répondre aux besoins de 98% des personnes en santé afin de prévenir la maladie et non la quantité nécessaire pour atteindre une santé optimale. De toute manière, il y a eu beaucoup de discussions sur l'adéquation de l'ANR actuelle des protéines chez les adultes, à savoir 0,8 grammes par kilo par jour, et une recherche plus récente a démontré que cela est sous-estimé, surtout chez certaines populations, notamment les personnes âgées. Des niveaux plus proches de 1,2 ou même 1,6 ont été démontrés comme étant bénéfiques. La FDAM, c'est-à-dire la fourchette de distribution acceptable des macronutriments pour les protéines, est une autre recommandation de l'ANREF. Cette valeur est très large, de 10 à 35%, et inclut des niveaux de consommation de protéines associés à une grande gamme d'habitudes alimentaires. La plupart des Canadiens ont une consommation de protéines vers le bas de l'échelle FDAM, à environ 16%.
J'ai fait un rapide calcul sur le diapo démontrant que pour une femme adulte de 60 kg qui consomme un régime de 2000 calories, le niveau de protéines acceptable pour cette personne s'étend de 50 grammes, qui correspond essentiellement à son ANR, jusqu'à 175 grammes par jour, à savoir presque 3 grammes par kilo par jour. Donc, un large éventail d'apports en protéines est acceptable en vertu de nos lignes directrices, malgré les ANR plus bas. Et rappelons que ceux-ci ont été conçus comme niveau d'apport moyen minimal nécessaire à la prévention de la maladie. Alors, je ne veux pas trop m'appesantir sur cette partie du sujet, mais je voulais quand même vous démontrer qu'il y a eu énormément de recherches en matière des besoins en protéines. De nouvelles études utilisant la méthode de l'indicateur de l'oxydation des acides aminés ou méthode IAAO, une méthode de traceur d'isotopes stables, ainsi que des analyses statistiques différentielles, a fourni de nouvelles exigences en protéines pour tous les âges beaucoup plus élevées que l'ANR actuel. Comme vous le voyez sur cette diapo, dans un groupe de femmes plus âgées, les exigences en protéines ont été estimées à environ 1,3 g par kilo par jour, pour des hommes actifs 1,4 g par kilo par jour et pour les jeunes environ 1,55 g par kilo par jour. Si vous voulez plus d'informations sur ces techniques, veuillez vous reporter aux références que j'ai fournies. Peut-être qu'il est temps maintenant de réviser l'ANR à faible teneur en protéines. Le groupe ProAge, un groupe d'études internationales, a été composé récemment pour examiner les besoins en protéines, surtout chez les adultes plus âgés, a fourni des recommandations pour indiquer que l'ANR des protéines devrait être plus élevé, de l'ordre de 1 à 1,5 g par kilo par jour, et que la consommation de protéines devrait être de 25 à 30 g par repas. Et ceci correspond à la réalisation d'un certain niveau de leucine par repas. Leucine étant un acide aminé essentiel qui joue un rôle très important dans le déclenchement de la synthèse des protéines. Les adultes plus âgés ont besoin de plus de protéines pour de nombreuses raisons, notamment pour favoriser une bonne santé et le rétablissement post-maladie et pour maintenir leur capacité fonctionnelle. Et ceci s'applique également à leurs os. Donc, selon nos sondages nutritionnels nationaux, est-ce que les Canadiens consomment suffisamment de protéines? Le chiffre en haut à gauche démontre en 2015 l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes a colligé des données pour les protéines. La boîte rouge, la case rouge représente donc la FDAM et vous voyez que le pourcentage des calories totales représentées par la consommation de protéines est à l'intérieur de la FDAM, mais ceci ne veut pas forcément dire que tout le monde consomme suffisamment de protéines. Pour les adultes plus âgés, leurs apports énergétiques sont également diminués. Donc, leur niveau absolu de consommation de protéines est également en baisse, mais cela n'est pas forcément reflété dans leur consommation relative. De plus, et cela s'applique particulièrement aux produits laitiers, en bleu, vous voyez l'étude ESCC de 2004 a démontré que les personnes tous âges confondus ne consommaient pas suffisamment de produits laitiers. C'était vrai particulièrement pour les adolescentes et les adultes plus âgés. En bas, vous voyez le tableau tiré du sondage de 2015 et démontre encore une fois que les adultes sont toujours en deçà des recommandations laitières. Et c'est important parce que les produits laitiers sont des aliments protéinés très riches en nutriments, importants pour nos os, comme je l'ai déjà dit. Et voici une autre étude récente qui évalue spécifiquement les tendances en matière de consommation d'aliments et de boissons au Canada en comparant les données de 2015 à celles de 2004, toujours tirées de l'enquête ESCC. Vous voyez ici certains changements principaux dans les aliments protéinés. Par rapport à 2004, les Canadiens consomment davantage de protéines d'origine végétale, ce qui est bon et conforme aux recommandations nutritionnelles actuelles. Mais encore une fois, il y a moins de consommation de lait nature et lorsqu'on examine les tendances en matière de consommation du calcium, au fil des années, nous constatons également une réduction de l'apport en calcium d'origine alimentaire. Donc, au niveau populationnel, nous voyons une plus faible consommation de lait et de produits laitiers qui ne semble pas avoir un impact sur l'apport en protéines, du moins pas important, en ce sens que les Canadiens consomment toujours un montant suffisant de protéines. Ça n'a pas vraiment évolué. Simplement, davantage de cette protéine provient d'autres sources que les aliments laitiers, de sources laitières. Mais il est clair que la réduction des produits laitiers dans le régime alimentaire a un effet négatif sur nos apports en calcium et c'est préoccupant à tous les âges. Et cela est accentué par le fait que le lait ne figure plus de façon aussi visible qu'auparavant dans le guide alimentaire. Cela dit, il semble que les Canadiens
est augmenter leur consommation de produits laitiers autres que le lait nature, surtout sous forme de yogourt. Mais comme vous le voyez sur ce tableau, cela contribue également à l'apport en calcium. Mais cette augmentation ne suffit pas pour compenser la baisse de consommation de lait ou de calcium. Sur les 2 prochaines diapositives, je voudrais discuter de la qualité des protéines. Le nouveau guide alimentaire contient un regroupement spécifiquement conçu pour les aliments protéinés. Nous obtenons des protéines en quantité différente de tous les groupes alimentaires. Mais toutes les protéines n'ont pas la même valeur. Leur qualité diverge. Et cela a trait essentiellement au niveau d'acides aminés essentiels contenus dans les protéines en question, ainsi que d'autres propriétés figurant dans la matrice alimentaire. Il existe 20 acides aminés, comme vous le voyez sur ce tableau. 9 à droite sont considérés comme essentiels. Il s'agit des acides aminés que notre corps ne peut pas synthétiser, donc nous devons les obtenir de notre alimentation. À droite, vous voyez les niveaux d'acides aminés essentiels de certains aliments protéinés d'origine végétale et animale. J'ai décidé de vous montrer le total des acides aminés essentiels, méthionine et lysine, parce que ces 2 sont les principaux acides aminés limitants. Vous voyez exprimé en pourcentage du total des acides aminés dans l'alimentation, la plupart des protéines d'origine végétale, les barres blanches, ont une carence en acides aminés essentiels par rapport aux barres grises, c'est-à-dire produits d'origine animale. Et leurs niveaux sont en deçà de la ligne horizontale qui exprime leurs besoins individuels. Ce qui veut dire que les protéines d'origine végétale sont utilisées de façon moins efficace par le corps pour créer de nouvelles protéines, ce qui en fait des protéines nutritionnelles de moins bonne qualité. Encore une fois, la qualité des protéines est déterminée par la capacité pour le corps d'utiliser ces protéines pour synthétiser de nouvelles protéines, à savoir le potentiel anabolique des protéines. La qualité des protéines est basée en partie sur la teneur en acides aminés essentiels, tenant compte notamment des acides aminés essentiels limitants, mais également relève de la digestibilité de l'aliment, qui relève à son tour de la matrice nutritionnelle et des nutriments qu'elle contient. La qualité des protéines est mesurée de façon différente. Ici, vous voyez un tableau du score PDCAAS, score en acides aminés corrigé de la disponibilité des protéines, et DIAS, score de digestibilité des acides aminés essentiels. Ces systèmes considèrent les AAE individuels et la digestibilité des aliments. Et vous voyez les cotes de qualité des diverses protéines et des isolats sur ce tableau. Les protéines d'origine animale sont habituellement mieux cotées que les protéines d'origine végétale et l'isolat de protéines de soja est également mieux coté. Les protéines d'origine végétale, de manière générale, sont de qualité inférieure parce qu'elles comportent des niveaux inférieurs de ces acides aminés essentiels ou alors les acides aminés présents sont moins facilement absorbés. Cela est dû essentiellement à la présence d'antinutriments dans l'aliment d'origine végétale, tels que les phytates et oxalates. Ces facteurs peuvent séquestrer et inhiber l'absorption des acides aminés essentiels et d'autres nutriments dans cet aliment. Pour surmonter la plus faible qualité de certaines protéines végétales, on peut consommer davantage de l'aliment ou on peut combiner 2 aliments protéinés végétaux qui sont déficients en différentes combinaisons d'acides aminés essentiels. Cela s'appelle la combinaison des protéines, dont l'exemple classique sont la combinaison du riz et des fèves, comme vous le voyez à l'écran. Nous combinons de toute façon très fréquemment différentes formes de protéines, plus que vous ne le pensez. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que le riz et les fèves sont un plat de base dans un grand nombre de pays où les protéines animales étaient moins fréquemment consommées. Le riz est une céréale pauvre en lysine et les fèves sont des légumineuses pauvres en méthionine et en cystéine. Ensemble, ils forment une alimentation plus complète. Alors, est-ce qu'une plus grande quantité de protéines est bénéfique pour le système musculo-squelettique? Comme déjà signalé, un consensus semble se dégager pour affirmer que oui, une consommation au-dessus de l'ANR est bénéfique. La plupart de la recherche définitive dans ce domaine met l'accent sur les muscles, peut-être parce que cela est plus facile à mesurer que l'effet direct des protéines sur les os. Il est beaucoup plus difficile d'en mesurer et quantifier l'effet sur les os. Cependant, les recommandations concrètes d'une plus forte consommation de protéines par rapport aux muscles et à la capacité fonctionnelle avec l'âge s'appliquent tout aussi bien à l'os qu'aux muscles, parce que les os ont également besoin de protéines et passent par un processus dynamique de renouvellement et connaissent également
une dégradation avec l'âge, tout comme les muscles. Pour ce qui est des effets négatifs éventuels de la plus forte consommation de protéines sur le corps chez les individus sains, les consommations plus fortes de protéines n'ont pas d'impact délétère sur la fonction rénale. Et je cite une méta-analyse à ce sujet. Cependant, si vous êtes atteint de néphropathie chronique, la National Kidney Foundation des États-Unis recommande une réduction de l'apport en protéines et je vous ai offert un lien vers ces directives. L'autre problème avec la consommation plus forte de protéines, surtout animales, c'est que cela produit davantage de charge en acide dans l'organisme. Ceci aurait pour effet de détourner des minéraux, dont le calcium, des os, afin de neutraliser l'acide, ce qui aurait pour conséquence d'affaiblir les os. Ceci s'appelle l'hypothèse des cendres d'acide. Mais cela n'est pas le cas et je vous l'explique en plus de détails sur la prochaine diapo. Le constat alarmant de l'hypothèse des cendres d'acide était que les régimes à plus forte teneur en protéines, surtout animales, mènent à une augmentation de l'excrétion urinaire du calcium. Et on pensait à l'origine que ce calcium provenait des os. Mais avec une étude complexe de traceurs d'isotopes, nous avons dissipé cette hypothèse. Essentiellement, la Dr. Kirstetter et son équipe ont démontré à répétition, mais je mets l'accent sur une étude de 2005, que des nourritures à plus forte teneur en protéines augmentent également l'absorption intestinale de calcium, ce qui est en parallèle à l'excrétion urinaire du calcium. C'est-à-dire que le calcium supplémentaire excrété ne provient pas des os, c'est démontré. Sur cette diapositive, vous voyez l'excrétion de calcium urinaire en haut et le pourcentage de calcium absorbé dans l'intestin au bas du graphique. Et vous voyez nettement qu'à mesure que l'apport en protéines augmente jusqu'à 2,1 grammes par kilo par jour, davantage de calcium est absorbé et excrété. Et ceci a été démontré dans les mêmes personnes, les mêmes sujets, puisqu'il s'agissait d'une étude transversale. Dans l'étude CAMOS, une grande étude de cohorte longitudinale et prospective d'Ostéoporose Canada, menée au Canada, aucune association n'a été trouvée entre l'excrétion d'acide urinaire et le pH urinaire et des mesures de densité minérale osseuse et de risque de fracture avec un suivi de 5 et 7 ans. Et il y avait une bonne gamme d'apports en protéines chez les sujets inscrits et provenant de sources alimentaires différentes également. Donc, pour ce qui est de la partie protéines de ce webinaire, je résume. Le nouveau guide alimentaire canadien est fondé sur des habitudes alimentaires visant la santé et contiennent des groupes d'aliments protéinés et met moins l'accent sur les aliments, les produits laitiers. Les produits laitiers sont importants à consommer pour nos os et sont mentionnés dans les documents justificatifs du guide ainsi que sur les sites web des PLC et d'Ostéoporose Canada. Il est important cependant d'atténuer la confusion et la mauvaise interprétation qui pourrait surgir de l'aperçu en bref de ce nouveau guide quant à l'utilité des produits laitiers dans notre régime et pour nos os. L'ANR actuel de les protéines peut être sous-estimé. En utilisant la méthode IAAO, des apports dépassant l'ANR, c'est-à-dire environ 1,2 g par kilo par jour ou même plus, sont bénéfiques pour les adultes. La qualité des protéines est un facteur important à considérer dans la planification alimentaire. La protéine animale est plus forte et meilleure que la protéine végétale et c'est important chez les sujets plus âgés lorsqu'ils choisissent quelle protéine consommer parce qu'ils ont tendance à consommer moins de calories. Et finalement, la protéine alimentaire plus élevée n'a pas d'effet délétère chez les personnes saines. C'est sécuritaire. Ça peut augmenter l'excrétion du calcium, mais ça ne provoque pas une pire santé osseuse en raison de la mobilisation du calcium. Pour le restant de ce webinaire, je vais vous communiquer une recherche pertinente sur les protéines et leur impact sur les os à tous les stades de la vie. Vous vous rappellerez que la National Osteoporosis Foundation a déclaré que les protéines étaient importantes ou ne recevaient que la note C pour la santé osseuse, mais cela est dû au fait qu'il y a peu de données probantes et peu d'essais cliniques randomisés sur le sujet. Je voudrais vous communiquer certaines des recherches effectuées par mon groupe récemment. Moi, je mets l'accent surtout sur les populations plus jeunes et j'ai effectué des études d'apport protéinés différentiels chez les adolescentes et les jeunes adultes en combinaison avec de l'exercice physique qui est également bénéfique pour les os. Les 2 premières études ont été effectuées chez des femmes ou filles avec surcharge pondérale et obésité et le deuxième a été fait auprès de jeunes hommes dont évidemment les os comptent également. Je viens de publier un essai clinique randomisé impliquant des adolescents de 12 à 16 ans
avec surcharge pondérale et obésité, nous avons demandé si l'augmentation de l'apport des protéines et produits laitiers améliore la santé osseuse pendant une intervention de gestion du poids combinée à une saine alimentation et des exercices physiques. Pour répondre à la question, nous avons fait des essais sur 12 semaines avec 2 groupes. Un groupe consommant 4 portions de produits laitiers mixtes par jour, l'autre groupe maintenant leur habitude, à savoir environ 1 portion par jour. 3 à 4 portions par jour représente la recommandation de l'ancien guide alimentaire pour ce groupe d'âge. Et nous nous sommes modelés sur cet ancien guide. Et ces filles ont également fait des exercices à notre université avec un entraîneur 3 fois par semaine. Elles ont consommé une diète eucalorique basée sur leurs besoins en énergie sous la directive d'une diététiste. Il ne s'agissait pas d'une intervention pour la perte de poids, mais pour la gestion du poids. Au début et à la fin de l'étude, nous avons mesuré les marqueurs de renouvellement osseux dans le sang. Pour ce qui est de l'apport en protéines, nos résultats ont démontré que le groupe consommant des produits laitiers ont connu une importante augmentation de leur apport protéinique, plus que l'autre groupe, et consommé des protéines à environ 1,1 g par kilo par jour. À la fin de l'étude, les 2 groupes consommaient au-dessus de l'ANR. Quant au calcium, le groupe consommant les produits laitiers a presque atteint son ANR pour le calcium à la 12e semaine, ce qui n'était pas le cas pour le 2e groupe. Pour ce qui est de la santé osseuse, nous n'avons constaté aucun changement dans les marqueurs de formation osseuse tels que le PNP dans les 2 groupes. Sans doute parce que ces chiffres étaient déjà élevés pour ce groupe d'âge et je ne vous ai pas montré ces données ici, les données sur le P1NP, mais nous avons constaté une réduction importante des marqueurs CTX de résorption osseuse, indiquant une réponse osseuse favorable chez les filles consommant des produits laitiers. Voici une autre étude que nous avons effectuée, publiée en 2012, chez les jeunes adultes, femmes, avec surcharge pondérale ou obèse, semblable à l'étude sur les adolescentes. Et l'étude que je viens de vous présenter a suivi l'exemple de l'étude que je vous présente maintenant. Ici, nous avons demandé si la combinaison de protéines nutritionnelles plus élevées, de plus de consommation de produits laitiers, d'exercice physique et de restrictions énergétiques peut promouvoir la santé osseuse tout en atteignant une bonne perte de poids. Il s'agissait donc de mettre l'accent sur la perte de masse grasse et de préserver la masse maigre. Il s'agissait d'une étude de 16 semaines avec 3 groupes de participants qui différaient selon la quantité et le type de protéines consommées. Le groupe témoin consommait 15% d'énergie sous forme de protéines sans produits laitiers. Le groupe Dairy Pro avait la même quantité de protéines que le groupe témoin, plus 3 portions de produits laitiers mixtes par jour. Et le groupe High Dairy Pro avait 2 fois la protéine et 2 fois les produits laitiers par rapport au groupe Dairy Pro. Vous voyez donc l'augmentation de la consommation de protéines et de produits laitiers chez ces 3 groupes. Toutes ont fait des exercices pendant 5 jours par semaine et se réunissaient régulièrement avec une diététiste pour obtenir un counseling nutritionnel. Voici les résultats. En raison de l'augmentation proportionnelle d'apport en protéines et produits laitiers, vous voyez comment ceci est reflété dans les nutriments. Ceux qui consommaient plus de produits laitiers avaient également plus d'apport de protéines, de calcium et de vitamine D. Pour ce qui est des marqueurs osseux, nous avons mesuré un grand nombre de ces marqueurs dans cette étude pour avoir une bonne idée de ce qui se passait. Dans le tableau en haut à gauche, vous voyez le groupe témoin qui a connu une augmentation de la résorption osseuse avec perte de poids et exercice, alors que le groupe High Dairy Pro avait une augmentation de la formation osseuse et aucun changement au niveau de la résorption osseuse. Et ceci se reflète également dans le chiffre à droite de la diapo, où P1NP a connu la plus forte augmentation avec l'augmentation des produits laitiers et de la protéine, et CTX a affiché une augmentation importante seulement dans le groupe qui ne consommait pas de produits laitiers. Pour ce qui est de l'hormone calciotrope PTH, elle a suivi un schéma semblable, en ce sens que ceux qui consommaient un calcium adéquat, c'est-à-dire les 2 groupes à produits laitiers, le PTH a diminué de façon importante, alors qu'elle a augmenté de façon importante dans le groupe témoin. La dernière étude de mon groupe que je vais vous présenter était une intervention sur 12 semaines avec 30 jeunes hommes en santé qui ont effectué un programme d'exercice de résistance à impact élevé et à mise en charge élevée, qui consommait, la moitié consommait donc 3 portions de yogourt grec par jour et l'autre moitié a consommé un pudding de maltodextrine équivalent en énergie mais sans protéines ou calcium.
Et l'apport en nutriments est la même que dans l'autre étude. Avec la consommation de yogourt grec, nous voyons une augmentation de la plupart des nutriments favorisant la santé osseuse. La protéine a augmenté à 1,74 grammes par kilo par jour dans le groupe à yogourt grec. Chose intéressante, au départ, les deux groupes habituellement consommaient plus que l'ANR de protéines, à environ 1,25 grammes par kilo par jour. Et ce n'est pas ce qu'on a tendance à voir et ce n'est pas ce qu'on a vu chez les jeunes femmes dans l'autre étude. Mais c'est peut-être un peu plus typique pour les jeunes hommes de consommer davantage de protéines. Pour ce qui est de la réponse du renouvellement osseux, le graphique à droite montre une augmentation importante du P1NP seulement dans le groupe qui a consommé du yogourt grec, sans changement au niveau du CTX. À partir de ces trois études, toutes effectuées au début du cycle de vie, c'est-à-dire en haut et à gauche de la courbe que j'ai cerclée en rouge, les produits laitiers plus la protéine et l'exercice a amélioré la santé osseuse, évaluée en fonction des marqueurs de renouvellement osseux chez les adolescents et les jeunes adultes. Chose intéressante, selon la phase du continuum osseux, nos interventions ont amélioré le renouvellement osseux de façon différente, c'est-à-dire que les adolescentes ont répondu avec une résorption diminuée sans changement de formation, sans doute parce que la formation était déjà élevée chez ces jeunes filles puisqu'elles étaient encore en phase de croissance, alors que les hommes et les femmes adultes ont répondu de façon semblable avec des augmentations de formation et aucun changement au niveau de la résorption. L'un dans l'autre, toutes ces réponses ont mené à des changements bénéfiques du renouvellement osseux, plus il y avait de protéines et de produits laitiers et d'exercice. Nous avons également dans les trois études démontré qu'il est plus facile d'atteindre les apports en nutriments recommandés de calcium et de protéines en consommant des produits laitiers. Pour ce qui est de la recherche portant sur les adultes et les adultes plus âgés, un rapport d'étude complète de consensus d'experts vient d'être publié par Dr. Isoli et ses collègues en 2018 et a examiné les bienfaits et la sécurité des protéines pour la santé osseuse. Les chercheurs ont conclu que peut-être qu'une consommation dépensant l'ARN est bénéfique pour les os. Et il y a eu plusieurs constats principaux, y compris que le risque de fracture de la hanche est légèrement diminué pour une augmentation plus importante de protéines à condition que l'apport en calcium soit suffisant et la masse osseuse semble être associée positivement avec l'apport en protéines. Les protéines et le calcium combinés dans les produits laitiers avaient des effets bénéfiques sur les hormones calciotropes et sur les marqueurs de renouvellement osseux et sur la masse minérale osseuse. Et il faut donc un apport adéquat en calcium. Il n'y a pas de preuve directe de progression vers l'ostéoporose, de fracture par fragilité ou de changement de la robustesse des os avec la charge acide provenant d'une alimentation équilibrée. Maintenant, je voudrais mettre en exergue quelques autres études pertinentes intéressant les populations d'adultes plus âgés. Ici, vous voyez des données tirées de l'analyse transversale de l'étude CAMOS, étude d'ostéoporose canadienne multicentrique. J'ai déjà présenté un extrait de cette étude, mais je veux vous rappeler qu'il s'agissait d'une étude prospective de cohorte avec des données colligées de plus de 6000 adultes au milieu et à la fin des années 90. Et l'apport en protéines a été évalué avec un questionnaire sur la fréquence de consommation. Ici, vous voyez les niveaux transversaux de masse minérale osseuse avec, donc, pour la hanche et la colonne lombaire et la protéine nutritionnelle exprimée en barre grise avec donc une masse osseuse plus importante pour les hommes et les femmes de 50 ans et plus. Et ça, c'est pour la hanche et également pour la colonne lombaire chez les hommes âgés de 50 ans et plus. Et les niveaux étaient plus faibles dans le cas de protéines végétales. Et le risque de fracture pour les personnes âgées de 50 ans et plus était associé d'un apport de protéines plus faible, c'est-à-dire moins de 12% de l'apport énergétique associé donc à une augmentation importante de fracture par fragilité. Donc, il y avait un pire résultat pour ce qui est du risque de fracture avec une moindre consommation de protéines. Voici des données tirées de l'étude Osteoporotic Fractures in Men portant sur les fractures chez les hommes, l'étude EMEROS. Près de 6000 hommes ont été suivis aux États-Unis. Leur âge moyen était de 74 ans. Ils ont été suivis sur 10 ans et ont utilisé un questionnaire de consommation. Ce chiffre montre le risque de fracture à différents sites selon les quartiles d'apport en protéines. L'apport en protéines plus élevé est associé à une baisse importante du risque de fracture ostéoporotique importante de la hanche notamment. Et j'ai mis des cases rouges autour des résultats importants. Et nous voyons avec un examen de plus près que
les protéines animales laitières et non laitières étaient associées de façon importante avec une baisse du risque de fracture de la hanche, ce qui n'est pas vrai pour les protéines végétales, qui ne présentent aucune association importante avec le risque de fracture, c'est-à-dire n'étaient ni nuisibles ni bénéfiques. Avec les 2 dernières études que je viens de vous montrer, je voulais mettre l'accent sur l'importance de l'interaction entre la protéine et le calcium et la vitamine D pour la masse osseuse. Dans cette étude de 3 ans, l'effet de l'apport en protéines a été évalué avec et sans supplémentation au calcium et à la vitamine D. Les participantes étaient ventilées en tertiel. Dans le chiffre, vous voyez les barres noires en haut qui représentent les personnes recevant une supplémentation et en calcium et en vitamine D, et en bas, dans les barres blanches plutôt, c'était le groupe à placebo. Un apport plus important a été associé avec une densité de la masse osseuse, des minéraux osseux plus importante au col du fémur, mais cette relation était seulement apparente dans le groupe qui prenait les suppléments. La relation n'était pas apparente dans le groupe à placebo. Et ça a été semblable également dans l'étude britannique EPIC, c'est-à-dire le risque de fracture était semblable pour les consommateurs de viande de poisson et les lacto-ovo-végétariens. Pour les végétaliens, le risque de fracture était plus important, mais seulement chez ceux qui consommaient peu de calcium. Vu ces preuves, je dirais que cette interaction est très importante pour l'os, et cela est également évoqué dans l'examen de consensus de Rizzoli, qui dit que les niveaux de calcium doivent être adéquats de manière à voir un effet bénéfique d'une plus forte consommation de protéines sur la santé osseuse. J'ai mentionné cela à plusieurs reprises, surtout lorsque j'ai discuté de l'utilité des produits laitiers pour les os, parce que les produits laitiers, comme le lait, contiennent davantage de protéines, de calcium et de vitamine D, et le tout dans un seul aliment. Voici la dernière diapositive de ma présentation, et voici les messages clés que je vous demanderai de retenir. Les protéines sont effectivement favorables à la santé osseuse, et ce, à tous les âges. Les apports dépassant l'apport nutritionnel recommandé ne sont pas délétères, et la recherche démontre qu'elles peuvent être utiles chez les populations plus jeunes et plus élevées, surtout si l'apport en calcium est adéquat. Il conviendrait peut-être de recommander, entre guillemets, un apport d'environ 1,2 g par kilo par jour. Et je dis bien entre guillemets parce que beaucoup de cette recherche provient d'études qui mettent l'accent sur les muscles. Mais je crois que les mêmes constats s'appliquent à l'os. Il pourrait être important de tenir compte de la source nutritionnelle des protéines. Les protéines laitières semblent plus bénéfiques. Non seulement vous obtenez des protéines de ces aliments, mais vous offrez à votre corps également les minéraux et vitamines essentielles tels que le calcium et vitamine D qui travaillent ensemble à améliorer la santé et la robustesse de nos os. Les aliments et les diètes d'origine végétale favorisent la santé et sont mis en exergue dans le nouveau guide alimentaire. Alors que cela est vrai, on devrait tenir compte de la qualité des protéines et de la densité des nutriments lorsqu'on choisit les aliments à consommer, particulièrement chez les personnes plus âgées qui ont tendance à avoir un moindre apport énergétique. Et pour obtenir une excellente perspective canadienne, je vous recommande de lire la revue récente nationale dans le journal APNM, c'est-à-dire Translating Protein Foods from the New Canada's Food Guide, traduction des nouvelles recommandations du guide alimentaire pour les Canadiens, dont je vous ai fourni la référence dans ma présentation. Cela comporte donc une discussion des différents concepts que je viens d'évoquer au sujet des protéines, mais fournit des recommandations pour les professionnels, tels que vous et moi, sur la façon d'éduquer les Canadiens quant aux aliments protéinés à consommer dans le cadre de nouveaux guides alimentaires. Et par rapport à la santé des os, cet article discute également de comment nous pouvons promouvoir des aliments riches dans ces nutriments déficients, à savoir calcium et vitamine D dans le groupe protéiné. Pour terminer, et c'est vrai toujours, il faut plus de recherches de longue durée pour évaluer l'effet des protéines sur les os. Mais les essais cliniques randomisés avec des paramètres osseux plus longs sont difficiles à organiser. Je voulais le signaler. Cela dit, je vous remercie de votre attention et j'accueille avec plaisir vos questions si vous en avez. Merci, Dr. Jones. Tellement intéressant. Vous nous avez fourni énormément d'informations. Nous allons maintenant ouvrir la période des questions et réponses et nous ferons notre maximum pour répondre à vos questions dans le temps qui nous reste. Commençons.
Dr. Jones, est-ce que les diététistes devraient se fonder sur les anciennes portions du guide alimentaire pour les produits laitiers pour assurer une bonne consommation de calcium? Excellente question, merci de l'avoir posée. C'est une question que j'ai moi-même posée dans le cadre de ma propre recherche. De manière générale, sur le plan pratique, le fait de se fonder sur les anciennes recommandations de portions laitières, donc de l'ancien guide, c'est une bonne idée. Pensez aux portions de la première assiette, surtout réservées aux produits laitiers. Nous voulons veiller que nous atteignions donc ces niveaux suffisants de calcium qui ont un impact direct sur la santé des os. Et les ANR du calcium n'ont pas changé. Simplement, les directives nutritionnelles fondées sur les aliments ont pris une nouvelle forme. Donc, je crois effectivement que les anciennes portions, surtout pour le lait et les produits laitiers, aideraient à promouvoir un apport adéquat en calcium. Donc, je crois effectivement que l'on devrait, comme toujours, se tenir à ces portions. Nous démontrons dans notre étude portant sur les adolescentes que si elles consomment les quantités recommandées, c'est-à-dire de 3 à 4 portions de produits laitiers par jour, qu'effectivement, elles connaissent une plus grande augmentation du calcium se rapprochant de l'ANR et de protéines et que ceci avait un impact bénéfique sur les os. Donc, si sur le plan technique, les portions ne jouent pas dans le guide alimentaire actuel, je pense qu'il est quand même prudent de s'inspirer de ces portions parce que cela se fonde sur les ANR et les ANR sont conçus pour améliorer nos os, pour favoriser la santé de nos os. Bien, merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que nous devrions viser la consommation d'une certaine quantité de protéines à chaque repas? Oui, ça aussi, c'est une excellente question. De manière générale, c'est une bonne règle, effectivement. Je crois que d'avoir quelque chose comme 25 à 30 grammes de protéines par repas serait une bonne chose à faire. Habituellement, nous ne mangeons pas de cette façon-là. Habituellement, nous consommons moins de protéines au petit déjeuner, moins au repas du midi et davantage au repas du soir. Mais si nous étalons la consommation de protéines parmi les 3 repas, ce serait plus bénéfique parce que nous pourrons offrir à notre corps une certaine quantité de protéines dont il pourrait donc se servir de la façon la plus efficace. Donc, il faut veiller à avoir une bonne quantité de protéines par repas. Comme je l'ai dit, de 20 à 30 grammes par repas. Ce serait une bonne façon de procéder. À titre d'exemple, 20 à 30 grammes, ça pourrait être, disons, 3 onces de viande cuite ou de poulet cuit. Et à l'autre extrémité, on pourrait dire que ce serait, disons, un verre de lait avec une rôtie au beurre d'arachide ou 2 œufs plus 2 tranches de pain grillé ou une salade de fèves avec une boisson à base de soja. Donc, pour atteindre 20 à 30 grammes, il y a différentes façons d'y arriver. Mais si nous visons cette proportion, je pense que ce serait effectivement idéal. Très bien, merci. Prochaine question. Est-ce que les produits laitiers ne produisent-ils pas de l'acide et est-ce que ce n'est pas nuisible pour les os? Eh bien, j'ai examiné ce sujet pendant le webinaire, pas très longuement. Alors, je précise encore une fois, les produits d'origine animale produisent de l'acide pendant leur métabolisation et contiennent des acides aminés, la cystéine, qui peuvent former de l'acide. Donc, ce sont les acides aminés qui contiennent du soufre. Mais c'est vrai également pour les céréales, pas simplement les produits d'origine animale. Mais comme je l'ai démontré dans le webinaire, la recherche démontre que ceci n'est pas forcément néfaste ou délétère pour les os. Nous avons tendance à voir une augmentation de l'excrétion urinaire du calcium avec une augmentation de la teneur en protéines d'origine animale, mais cela s'accompagne d'une augmentation de l'absorption de calcium dans l'intestin. Je dirais donc qu'il n'y a pas de données probantes définitives prouvant que les produits laitiers sont mauvais pour les os, surtout en raison d'une charge acidique plus importante. Et je dirais même que le contraire peut se défendre, à savoir que les produits laitiers sont bénéfiques pour nos os de plusieurs façons différentes. Alors voilà, merci. Très bien, merci. Prochaine question. Est-ce que la biodisponibilité des protéines intervient ou est-ce que c'est un problème dans le cas d'aliments d'origine végétale? Merci, encore une excellente question. Je l'ai évoqué brièvement dans ma présentation.
La réponse est que oui, ça peut être un problème. Il y a des antinutriments dans certains aliments végétaux qui peuvent diminuer notre capacité à absorber les nutriments de cet aliment. Ce sont des choses telles que les oxalates, les phytates, qui peuvent donc se lier aux minéraux et aux acides aminés dans ces aliments pendant que nous les digérons. Et ceci restreint notre capacité à absorber ces nutriments. Donc oui, ce sont des effets de la matrice nutritionnelle qui ne sont pas forcément présents dans les protéines d'origine animale. Donc, on doit en être conscient. On doit être conscient que cela pourrait se présenter dans le cas des aliments d'origine végétale. Il y a des façons d'atténuer ces effets, les effets de ces antinutriments, et donc d'améliorer la biodisponibilité de plusieurs nutriments. Par exemple, vous pouvez traiter l'aliment d'origine végétale en trempant les fèves, les légumineuses, en faisant bouillir les légumes à feuilles vertes, ce qui diminue l'effet des antinutriments et vous permet donc d'obtenir un maximum de nutriments de ces aliments. Bien, une dernière question maintenant. Est-ce que la boisson aux amandes est un bon choix pour les enfants et les adolescents? Excellente question. Comme je l'ai déjà signalé, je suis très friande d'amandes. Mais je dirais que le lait d'amande ou les boissons à base d'amandes ont très peu de nutriments importants pour les os, à savoir vitamine D, protéines et calcium. Donc, en fait, ces laits ne contiennent pas beaucoup de ces nutriments. Et ce sont des nutriments très importants pour la croissance squelettique et le développement des os. Donc, il est possible que le lait d'amande puisse être enrichi de certains de ces nutriments, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il est important de surveiller la teneur, regardez l'étiquette nutritionnelle pour voir si le produit a été enrichi. De manière générale, je dirais que surtout pour les enfants et les adolescents, pour qui il est important d'appuyer la croissance osseuse, que les boissons aux amandes ne sont pas forcément un bon choix. Pas pour les individus de ce groupe d'âge. Parce que, comme je l'ai dit, ces boissons ne contiennent pas ces nutriments favorisant les os, notamment les protéines. Mais il y a d'excellentes raisons de continuer à manger des amandes. Mais pour ce qui est des boissons aux amandes, en particulier comme solution de rechange au lait, je dirais que non, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Ce n'est pas un bon choix. Bien. Alors, merci beaucoup, Madame Josse, de cet exposé informatif sur les protéines et la santé osseuse et merci d'avoir répondu à un si grand nombre de nos questions. Si vous voulez inviter vos questions directement à Madame Josse, vous pouvez le faire à ajosse, c'est-à-dire ajosse@yorku.ca. J'invite maintenant Isabelle à prononcer les mots de clôture. Merci infiniment, Madame Josse, de cet exposé très informatif et merci également à Carrie d'avoir si efficacement joué le rôle de modératrice. Avant de vous quitter, nous vous prions de nous faire part de vos remarques. Ce serait très apprécié. Veuillez prendre quelques instants pour répondre au sondage. Vous pouvez aussi imprimer un certificat de participation pour vos dossiers professionnels. Pour terminer, au nom des producteurs laitiers du Canada et d'Osteoporose Canada, je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci et au revoir.